Aujourd'hui, je me lance un défi incroyable, créer une application web complète en seulement 24 heures. Je vais vous montrer étape par étape mon approche professionnelle pour réaliser ce genre d'application, mes choix stratégiques et surtout comment je transforme une idée simple en un projet concret. Tout d'abord ça, c'est le résultat final. Il s'agit d'un gestionnaire complet pour mes vidéos YouTube avec prise de notes intégrée entièrement réalisée en code. Mon objectif, c'est de créer une application où je peux écrire mes scripts, les classer intelligemment et suivre leur avancement. Surtout quand je travaille sur plusieurs vidéos en parallèle, c'est très pratique. Et rajouter à ça, je voudrais pouvoir aussi créer des notes pour noter tout ce qui me passe par la tête. Pour vous montrer plus de choses, je vais intégrer une gestion d'utilisateur, un schéma que l'on retrouve très souvent dans ce genre d'application web. Les exigences sont claires, une appli simple, rapide, fiable et sécurisée. Mes critères de réussite, des scripts bien rangés, une méthodologie de travail impeccable et bien sûr une appli 100% opérationnelle. Une idée sans action, ça ne vaut rien. Alors, c'est parti. Avant de coder, il y a une étape qu'on oublie trop souvent, le use case. C'est pas le plus fun à faire, mais il faut le connaître. C'est une pratique universellement reconnue dans le développement logiciel et pourquoi? Parce qu'il permet en un seul schéma de montrer le but d'une application et la manière dont les utilisateurs vont l'utiliser. Peu importe qui regarde, développeur, designer, chef de projet, tout le monde comprend immédiatement l'objectif. Plus besoin de cahier des charges écrit, on a un use case. Bon, si on passe aux choses sérieuses maintenant, puisque mon projet est graphique, je commence par concevoir un wireframe. Pour ça, j'utilise un outil que j'aime beaucoup, Canva. Le but d'un wireframe est très simple, maqueter mes pages et y placer tous les éléments essentiels. Boutons, zone de texte, champ de saisie, tout doit être visible dès le départ, mais sans la charte graphique. Ce schéma n'est pas fait pour être beau, il est fait pour être purement fonctionnel. Pourquoi c'est important? Parce que ça me donne une vision claire de mon application avant même d'écrire une seule ligne de code. Et surtout, c'est un gain de temps énorme, et notamment quand je vais commencer à coder ma page, je sépare la réflexion de la réalisation. Et croyez-moi, quand on essaie de faire les deux en même temps, on finit par perdre du temps. Juste après le wireframe vient l'étape du maquettage. C'est la même logique, mais cette fois, j'ajoute la partie graphique, couleur, marge, taille, police. Et pourquoi c'est très important de faire un maquettage? Parce que dans le monde pro, le maquettage est très souvent un élément contractuel qu'on fait valider au client et qui s'est accepté. C'est lui qui dit clairement au développeur, l'application finale doit ressembler à ça. Et grâce à ça, le développeur a une vision très précise de ce qu'il doit coder. C'est littéralement un modèle qu'il doit juste recopier. Le résultat, une idée claire et aucun doute grâce au maquettage. Maintenant que l'analyse est terminée, on passe à la conception. Le cahier des charges est clair, l'application est définie, il est temps de choisir l'architecture logicielle et surtout les technologies adaptées. Et attention, je ne prends pas ma technologie préférée ni celle que je maîtrise le plus, je choisis celle qui correspond le mieux au projet. Retiens bien cette phrase, c'est le projet qui définit la technologie et pas l'inverse. Déjà graphiquement, aucune question à se poser, je vais utiliser du langage web. Ensuite, je vais avoir beaucoup de données à enregistrer. Donc mettre en place une base de données peut s'avérer être le meilleur choix sans aucun doute. Et enfin, pour faire le lien entre mon interface graphique et ma base de données, j'ai besoin d'un élément central qui orchestre tout, le serveur web, ou autrement dit, le back-end. On a donc défini qu'il nous faut une base de données, un back-end et un front-end. Donc l'architecture la plus adaptée ici, c'est le modèle MVC, modèle vue contrôleur. Et pourquoi? Parce que le modèle MVC sépare clairement la logique métier, l'affichage et la gestion des actions. Résultat, un code plus clair, plus structuré, plus facile à maintenir et à faire évoluer. Et à partir de cette base solide, je vais choisir les technologies selon des critères essentiels. Déjà, le délai. Est-ce que cette techno me permet de livrer dans les temps? Les compétences disponibles. Est-ce que moi ou mon équipe savons maîtriser dès aujourd'hui les technologies? Ou alors, est-ce que j'ai le temps de l'apprendre? La scalabilité. Est-ce que ma technologie est suffisamment performante ou pas où il y a une augmentation de flux ou d'utilisateurs? Évidemment, il y a les fonctionnalités natives de la technologie. Est-ce qu'elle m'offre et de quoi j'ai besoin? Ensuite, les moyens disponibles. Est-ce que j'ai les ressources matérielles, financières et humaines nécessaires pour l'utiliser? C'est souvent open source dans ce milieu, mais ça peut parfois poser problème. Et enfin, ça concerne pas toutes les technologies, mais c'est ce qui concerne la cybersécurité. Est-ce que cette techno me permet d'intégrer facilement une sécurité solide dès le départ? Et en répondant à toutes ces questions, je m'assure que mon choix technologique n'est pas un pari, mais une vraie stratégie de réussite pour mon projet. Et bien évidemment, ces questions, il faut se les poser pour toutes les technologies à choisir. Donc, pour la base de données, j'ai choisi PostgreSQL. Rapide, robuste, scalable et sécurisé. Côté front-end, pas de gros frameworks comme Vue, Angular ou React. Le défi est de 24 heures, donc je reste sur le trio classique HTML, CSS et JavaScript. Pour le back-end, je mise sur Express.js. C'est un framework léger, performant, avec peu de fonctionnalités intégrées. Pour le coup, c'est pas le plus adapté à mon projet, parce qu'il est pauvre en fonctionnalités, mais c'est ce qui me permet de vous montrer concrètement comment intégrer toutes les
cybersécurité à mettre en place dans un projet de A à Z et entièrement à coder à la main. Pour faciliter les échanges avec ma base de données, j'ajoute un ORM. C'est un middleware qui simplifie la programmation avec une syntaxe plus lisible que le SQL. Et de plus, ça me permet également de protéger des ingestions SQL. Autrement dit, on y a tout à gagner à en utiliser un. Et pour l'ORM, le choix est très simple, je vais prendre Sequelize. Parce que tous les ORM font globalement la même chose et lui, il est simple et largement suffisant pour mon projet. Maintenant que mes technologies sont choisies, il faut organiser mon architecture de fichiers. Et ça, c'est directement dicté par les technos utilisés et choisis précédemment. Par exemple, plutôt que d'avoir un seul fichier qui fait tout, je vais diviser les responsabilités, un fichier pour chaque rôle bien précis. Ici, vous pouvez voir la structure que j'ai mise en place, chaque fichier est à sa place et tout est organisé proprement. On a maintenant terminé la phase de conception, on entre maintenant dans la phase finale, la réalisation. Et tout commence par la base de données. Crois-moi, si ta base de données est mal pensée ou si tu dois la modifier en cours de route, eh bien je peux te dire que tu vas en baver. Parce que modifier ta base de données en cours de projet implique de modifier quasiment tout ton code. Donc tu as quand même plutôt intérêt à pas te louper dès le départ. Donc crée ta base en étant sûr de toi et prévois toujours un peu plus que pas assez. Pour commencer la conception de la base de données, je commence par faire un dictionnaire de données. J'écris absolument toutes les infos que je veux enregistrer dans l'application, regroupées par entité. Par exemple, je vais avoir une entité tâche qui, elle, aura différents attributs. Et ces attributs vont être par exemple un titre, un contenu, un statut, une miniature. Et je définis le type de chaque donnée pour garantir l'intégrité de ces. Par exemple, un titre, ce sera un varchar de 50. Une miniature, ce sera un blob pour stocker une image. Et c'est un travail très minutieux. C'est la fondation de tout le projet. Une base solide, c'est un projet qui tient debout. Une fois que ça c'est fait, t'as fait quasiment le plus chiant. Et pour la suite, je te conseille d'utiliser le logiciel Looping. Un logiciel léger et pratique pour concevoir tes bases de données SQL. Tu crées ta base de données facilement et le logiciel te génère directement le code SQL complet qui est prêt à être copié-collé dans ta base de données. Donc c'est très simple, c'est très rapide et très efficace. Une fois que l'installation est terminée, vous ouvrez le logiciel et vous créez un nouveau fichier. La première étape est toute simple. Partez de votre dictionnaire de données et transformez-le en table. Chaque information prend sa place dans la base, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, pour chaque table, on ajoute un identifiant unique, l'ID. C'est lui qui sert de clé, c'est la véritable empreinte digitale de vos données. Et concrètement, pour faire ça, vous prenez chaque table, vous prenez le nom de cette table en question et vous ajoutez ID devant. Et bien sûr, vous pensez à déclarer cette variable de type ID. Donc faire ceci, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une base de données solide et ce qui va nous permettre de créer nos liens par la suite. Pour ce qui est des liens, un petit conseil, il faut bien sortir un instant du contexte de ton projet et penser uniquement aux liens réels qu'il y a entre les tables. C'est probablement la partie la plus difficile qui va concerner la partie base de données, mais en vrai c'est quand même beaucoup plus simple que ce qu'on l'imagine. Ici, si je fais mon premier lien, prenons un exemple concret, j'ai mes tâches qui représentent en fait mes vidéos. Ces vidéos peuvent appartenir à une playlist ou pas, et à l'inverse, une playlist peut contenir plusieurs vidéos. Ici, je crée donc le lien entre mes deux tables et je définis les cardinalités. En clair, je dis si une tâche peut appartenir à 0 ou une playlist, et une playlist peut contenir 0, une, plusieurs tâches. C'est juste une petite gymnastique logique à avoir, mais rien de sorcier. Tu fais ça pour toutes les relations nécessaires et ton schéma devient limpide. Et la bonne nouvelle, une fois que ça c'est fait, ta base de données est prête. Je vais ensuite installer PostgreSQL, récupérer le code généré automatiquement par Looping et le coller dans ma base de données. Et c'est terminé, je n'ai plus à y toucher. Franchement, avec les bons outils et la bonne méthode, tu gagnes un temps colossal, pas de perte de temps, pas de galère inutile. Et ça, c'est la vraie force pour être un bon développeur. Il faut savoir utiliser les bons outils pour transformer une idée en quelque chose de concret et efficace. Maintenant, passons au front. Ici, je pars directement de mon maquettage pour donner vie à mes pages. Donc la première étape, c'est la structure. Je déclare d'abord le corps de ma page, puis le header. Ensuite, je viens placer mes sections. Et à l'intérieur des sections, tous mes éléments. Pour savoir comment bien placer les sections et les divs, imagine que les sections sont comme les pages d'un diaporama. Une page correspond à un thème, et les divs, c'est comme si sur le diapo, tu regroupes des éléments ensemble pour une belle présentation. Je reproduis maintenant cette logique sur mes deux pages, toujours avec une approche claire et organisée. Et surtout, je ne m'occupe pas du style tout de suite. Pourquoi? Parce que séparer la structure et la mise en forme, ça permet de visualiser concrètement le contenu et d'y appliquer plus facilement des styles communs et à plusieurs pages. Et une fois que tout est bien structuré, moi c'est ma partie préférée, je passe à la stylisation. Je place, j'aligne, je décore mes éléments de haut en bas. Et là, c'est la partie où l'application prend
prend vraiment vie. Maintenant que mes pages sont correctement structurées et stylisées, on passe au cœur de l'application, le back-end. La première étape, c'est de déclarer une table d'échange entre le front et le back. C'est là que vont circuler toutes les informations, demandes d'authentification, échange de tâches, de notes, etc. Ensuite, j'initialise mon application et je mets en place le système de routage. C'est ce qu'on appelle une API REST. Concrètement, elle reçoit des requêtes HTTP et renvoie des réponses HTTP. Et ces échanges dont le protocole de communication est le HTTP peuvent être sous différents formats tels que le JSON, XML ou encore, en l'occurrence, le HTML. Pour ma part, je vais donc avoir le HTML et je vais tout faire pour la partie informative avec du JSON. Le principe est très simple. L'utilisateur fait une action, le front envoie une requête au serveur, le back va venir piocher s'il faut des informations dans la base de données, il va venir analyser cette requête et renvoyer une réponse au front. Donc la réponse, ça peut être une page HTML, une donnée précise, une liste de tâches, bref, tout ce dont l'application a besoin pour fonctionner. Ensuite, je déclare donc toutes mes routes, une par une, en prévoyant à la fois la demande côté front et la réponse côté back. Et je fais ça jusqu'à ce que tous les échanges soient mis en place. Prenons un exemple concret. Le front envoie une demande d'authentification avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le back reçoit la requête, interroge la base de données et vérifie si ces identifiants existent. Et si l'authentification est correcte, il va alors se connecter avec le bon utilisateur. Donc au final, c'est vraiment toute cette mécanique d'aller-retour entre le front et le back qui fait vivre l'application. Donc maintenant que j'ai tout fini, à ce stade, on a une application fonctionnelle. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. On veut faire les choses proprement et jusqu'au bout. Ça passe par un minimum de cybersécurité. Par exemple, je vais installer la protection CSRF. Son rôle, c'est garantir un échange sécurisé entre le client, donc le navigateur, et le serveur. Et sans cette protection, il pourrait y avoir un service malveillant qui pourrait tenter de lancer des requêtes à la place de l'utilisateur, donc à la place du navigateur, et ça, on ne le veut pas. Donc concrètement, comment ça marche quand ton navigateur envoie une requête au serveur? Donc celui-ci renvoie donc la page HTML accompagnée d'un token CSRF unique et propre à ce client. Puis, à chaque fois que tu l'envoies un formulaire ou des données depuis la page de navigation, ce token est renvoyé avec la requête au serveur. Le serveur vérifie alors que le token est valide, qu'il est bien présent, juste avant de traiter l'information. Résultat, seules les vraies requêtes faites depuis ton application, donc ton navigateur, sont acceptées. C'est une couche de sécurité essentielle pour éviter que quelqu'un d'autre n'agisse à ta place. Ensuite, il y a une autre couche de sécurité que je dois ajouter, c'est la protection XSS. Elle intervient lorsqu'un attaquant essaie d'injecter du code malveillant dans ton application, un script qui pourra s'exécuter à ton insu ou à celui de tes utilisateurs. Et grâce à cette protection, on s'assure que seul le code source prévu est interprété, et pas un script parasite. Donc le résultat, l'application reste saine et sécurisée. Mais ce n'est pas tout, je mets aussi en place un limiteur global. Pourquoi? Pour éviter des attaques de type DOS ou DDoS. Donc ça évite qu'un trop grand nombre de requêtes puisse surcharger ton application. Concrètement, je fixe une limite au nombre de requêtes qu'un utilisateur peut envoyer sur une période définie. Pour renforcer la sécurité, je limite également le nombre de tentatives de connexion. Par exemple, après plusieurs essais infructueux, l'utilisateur doit attendre un certain temps avant de réessayer l'authentification avec son mot de passe. C'est simple mais terriblement efficace pour éviter les attaques par force brute. Parlons maintenant d'un point crucial, la protection des mots de passe. C'est l'une des premières choses qu'un attaquant va chercher à exploiter. Donc il vaut mieux être irréprochable à ce niveau-là. Je vais donc rajouter à mon application une fonctionnalité de hachage de mots de passe. Contrairement au chiffrement qui est réversible grâce à une clé, le hachage lui est à sens unique. En clair, une fois qu'un mot de passe est transformé en hash, impossible de revenir en arrière pour retrouver l'original. Mais nous développeurs n'avons plus accès au vrai mot de passe. Et c'est exactement le fonctionnement qu'on veut. Si jamais la base de données tombe entre de mauvaises mains, l'attaquant ne verra qu'une suite de caractères incompréhensibles. Pour renforcer la sécurité, on ajoute également un cell qui est une valeur aléatoire afin de rendre chaque hash encore plus unique. Et enfin, pour finir, la dernière protection minimum que je vais mettre en place sur mon application va être le HTTPS. Ça permet de sécuriser les échanges entre ton navigateur et le serveur grâce au chiffrement. Il empêche quiconque d'intercepter ou de lire les données transmises, comme tes mots de passe ou coordonnées bancaires par exemple. En clair, sans HTTPS, tes informations circulent en clair sur Internet et tout le monde peut y avoir accès. Tandis qu'avec le HTTPS, elles sont protégées. Et enfin, on passe à la toute dernière étape, le déploiement. Pour faire ça, j'utilise Docker. C'est la solution parfaite car elle permet de mettre mon application dans un conteneur qui embarque tout. Le code, les bibliothèques, les dépendances, la base de données, tout y est.
Résultat, peu importe où je déploie mon projet, PC, serveur, un cloud, il tourne toujours de la même manière. C'est fiable, rapide à mettre en place et très pratique si l'application doit évoluer. Donc voilà, mon application est terminée. En partant d'une idée simple, j'ai construit une application complète en 24 heures. Une base de données solide, un front-end clair et bien structuré, un back-end fonctionnel et le tout renforcé par des bonnes pratiques de cybersécurité. Et tout ça entièrement codé à la main. Ce projet, c'est la preuve qu'avec une méthode, les bons outils et beaucoup de passion, on peut transformer une idée en un vrai produit concret. Et c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Donc coder, c'est avoir une méthodologie de travail, c'est comprendre comment des systèmes interagissent entre eux, analyser les forces et faiblesses de chacun d'eux pour mieux comprendre leur existence. Et qui sait, ce sera peut-être vous qui arriverez à créer le futur Instagram ou le futur Netflix, et cela seulement avec du code. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces conseils ou même de ma méthode de travailler, et je vous dis à la prochaine.